En juin 2025, un clic presque invisible a redessiné la circulation de la valeur en Afrique. Pendant des décennies, les échanges régionaux ont accepté des détours coûteux hors du continent. Puis, 19 pays ont soudain raccourci la route, comprimant délais, frais et dépendances héritées. Que signifie pour vous ce basculement discret au moment où des voix comme celle d'Ibrahim Traoré interrogent publiquement la souveraineté économique africaine et sa traduction concrète? En quelques secondes, le temps financier change de camp. Pour le public, le gain est clair. Moins de coûts, contrôle accru. Mais l'enjeu dépasse l'économie quotidienne et touche la capacité collective à conserver la valeur produite, à lire ses propres flux et à décider sans dépendre d'infrastructures lointaines. Pendant près de 80 ans, le commerce intra-africain a reposé sur un compromis tacite, accepter frais élevés et délais longs contre une stabilité perçue. Ce compromis a façonné marge, politique monétaire et ambition régionale, tout en rendant invisibles des pertes cumulées. Le rompre ouvre une zone d'incertitude, mais aussi une fenêtre d'opportunité stratégique. La promesse de cette analyse est simple: expliquer comment un changement technique discret peut modifier des rapports de force durables. Le pari est vérifiable, car les effets se mesurent en temps, en coût et en information. La suite montrera où se situe la frontière entre optimisation marginale et intégration réelle. C'est ici que les choix techniques deviennent politiques. Une question demeure. Si le temps de règlement disparaît, que devient le pouvoir de négociation? En quelques semaines, les délais de règlement sont passés de plusieurs jours à quelques secondes. Cette compression du temps financier, mesurée dès les premiers tests, a immédiatement modifié la circulation de la liquidité et la perception du risque. Pour comprendre la portée de cette mini-révélation, il faut replacer le changement dans son contexte. Pendant des décennies, chaque transaction intra-africaine suivait une trajectoire indirecte: quitter le continent pour être compensé ailleurs, puis revenir chargé de frais, de délais et d'exposition à des devises dominantes. Cette architecture n'était pas seulement coûteuse, elle rendait invisibles des pertes cumulées et offrait à des acteurs extérieurs une lecture complète des flux africains. Le contrôle de la monnaie impliquait alors, de facto, le contrôle de l'information. Les chocs récents ont fissuré cette normalité. La pandémie a étiré les délais. Les tensions géopolitiques ont accru la volatilité. Les petites et moyennes entreprises, premières exposées, ont vu leurs marges se contracter sans levier correctif. Dans les banques centrales, une question simple a commencé à circuler: pourquoi financer les échanges régionaux via des routes que le continent ne maîtrise pas? C'est dans ces débats techniques, souvent absents de l'espace public, qu'une ambition plus large a pris forme. La souveraineté politique peut être revendiquée, mais la souveraineté financière exige des infrastructures concrètes. Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme un repère symbolique, non pour une implication opérationnelle, mais parce qu'il incarne cette interrogation partagée sur l'autonomie réelle et mesurable. Le réseau activé en 2025 n'est donc pas une rupture isolée. Il est l'aboutissement logique d'un doute accumulé, transformé en décision collective. Lorsque 19 pays synchronisent leurs systèmes et permettent des règlements quasi instantanés, le changement cesse d'être théorique. La valeur ne prend plus la sortie par défaut. À ce stade, une question reste ouverte. Si le temps et l'information reviennent aux acteurs locaux, quels comportements économiques vont réellement changer en premier? Pour saisir les effets concrets du nouveau réseau, il faut quitter le niveau institutionnel et suivre ceux qui vivent au plus près des flux. Un négociant de café éthiopien sert ici de personnage fil conducteur, non parce qu'il serait exceptionnel, mais parce que sa situation était longtemps représentative. Avant 2020,
Ces paiements transfrontaliers mettaient parfois jusqu'à 5 jours à se stabiliser. Une part significative de la valeur disparaissait en frais et en volatilité monétaire, créant une zone d'incertitude intégrée dans chaque contrat. Les premières semaines d'utilisation du nouveau système ont modifié cette équation. Les règlements se sont effectués en quelques secondes sans conversion forcée. La visibilité sur la trésorerie s'est améliorée immédiatement. Ce changement de rythme, en apparence technique, a eu un effet opérationnel direct. Il a permis de sécuriser des volumes plus importants sans augmenter l'exposition au risque. Le gain n'est pas seulement financier, il est organisationnel. Les décisions ne sont plus prises dans l'attente, mais sur la base de données confirmées. Un second cas, observé lors d'un pilote entre le Malawi et la Zambie, renforce cette lecture. Des commerçants transfrontaliers, longtemps freinés par des marges étroites, mais ont pu régler des transactions locales avec des frais nettement réduits. Cette différence, modeste isolément, a suffi à augmenter la fréquence des échanges et à stabiliser les approvisionnements. Là où l'irrégularité dominait, une forme de continuité s'installe. Ces trajectoires individuelles révèlent un point commun. Lorsque le temps et le coût cessent d'être des obstacles permanents, les comportements changent. Les acteurs planifient autrement, prennent des engagements plus longs et intègrent l'espace régional comme un marché praticable. L'infrastructure commence alors à produire son premier effet systémique. Quand attendre n'est plus la norme, l'intégration devient possible. Le déclenchement ne se fait pas en un jour, mais une séquence précise permet d'en suivre la logique. Avant le basculement, les alertes s'accumulent dans les institutions financières africaines. Les frais de compensation augmentent d'après la pandémie. Les délais s'allongent. Les entreprises signalent des perturbations répétées, sans levier pour corriger la situation. Chaque incident pris isolément paraît gérable, mais leur répétition transforme une contrainte opérationnelle en risque structurel. À ce stade, le système fonctionne encore, mais il fonctionne mal. Puis vient le moment charnière. Dans plusieurs capitales, une prise de conscience s'impose. La dépendance aux circuits extérieurs n'est plus seulement coûteuse, elle fragilise la continuité économique. Le débat quitte le registre de l'optimisation pour entrer dans celui de la résilience. Des réunions techniques s'ouvrent presque simultanément au Caire, à Lagos et à Accra. Gouverneurs de banques centrales, ingénieurs financiers et régulateurs passent en revue les rails de paiement existants. À chaque session, le même constat revient, formulé différemment. L'Afrique finance ses échanges internes via des routes qu'elle ne contrôle pas. La phase suivante se déroule hors des projecteurs. Des groupes de travail se structurent, les protocoles sont dessinés, testés, corrigés. Les couches de règlement sont synchronisées entre banques centrales. Les premières lignes de code circulent, puis les premières simulations. Rien n'est annoncé publiquement, car l'objectif n'est pas politique, il est fonctionnel. À mesure que les essais s'enchaînent, une certitude se forme. Le système tient. Il est rapide, il est lisible. Surtout, il élimine le détour systématique par les devises dominantes. Le passage du concept à la capacité réelle marque le véritable tournant. Juin 2025 devient le point d'activation. 19 pays déclenchent simultanément le réseau. Les premiers paiements tests traversent l'infrastructure en temps réel, sans conversion imposée, sans visibilité extérieure. Dans certaines salles de supervision, les tableaux de bord s'actualisent en continu. Chaque confirmation valide des mois de travail discret. Pour beaucoup de participants, c'est la première fois qu'ils observent des flux intra-africains circuler sans quitter le continent. Les répliques sont immédiates. Des banques au Kenya, au Ghana et au Sénégal signalent une hausse des volumes internes. Les commerçants transfrontaliers testent le système sur des opérations réelles.
pas seulement pilotent. Les chaînes d'approvisionnement se raccourcissent, par l'attente disparaît. Les petites entreprises, jusque-là exclues par les coûts et l'incertitude, entrent progressivement dans le jeu. L'abstraction technique se transforme en réalité économique quotidienne. C'est aussi à ce moment que la dimension politique s'invite dans l'analyse. Dans les débats publics, certains rapprochent ce geste technique des discours sur l'autonomie africaine portés par des figures comme Ibrahim Traoré. Non parce qu'il serait à l'origine du réseau, mais parce que son nom cristallise une question plus large. Jusqu'où un continent peut-il aller lorsqu'il décide de réduire une dépendance héritée plutôt que de la gérer? La séquence apparaît alors avec netteté, un déclencheur économique, une montée technique silencieuse, puis des effets visibles sur le terrain. À partir de là, le doute change de nature. Il ne porte plus sur l'existence du système, mais sur l'ampleur des ondes qu'il va continuer de produire. Avant l'activation du réseau, le coût moyen d'une transaction intra-africaine absorbait une part élevée de la valeur échangée. Après juin 2025, dans les corridors pilotes, ce coût chute brutalement sous un seuil marginal. Ce passage d'un niveau structurellement pénalisant à un niveau résiduel constitue le premier indicateur clé, car il modifie immédiatement ce qui est économiquement viable. Le premier chiffre à considérer concerne les frais. Pendant des décennies, une transaction régionale pouvait perdre environ 15% de sa valeur en coûts cumulés, intégrant commissions, conversions et frictions de règlement. Dans les corridors testés après l'activation, cette ponction passe sous la barre des 3%. L'écart n'est pas progressif, il est discontinu. En pratique, cela signifie qu'une opération auparavant à la limite de la rentabilité devient immédiatement soutenable. Cette baisse libère une valeur qui ne disparaît plus dans l'intermédiation extérieure et qui peut être réinvestie localement. En 10 mots, moins de frais redéfinissent ce qui vaut la peine d'échanger. Le deuxième indicateur porte sur le temps. Le modèle précédent imposait une attente de 3 à 5 jours avant qu'un paiement ne soit définitivement réglé. Cette inertie immobilisait du capital opérationnel et introduisait une incertitude permanente dans la planification. Avec le nouveau réseau, les règlements s'effectuent en quelques secondes. La différence n'est pas seulement psychologique. Elle permet d'enchaîner les opérations sans rupture, d'accélérer la rotation des stocks et de réduire le besoin de trésorerie de précaution. En clair, le temps, longtemps perdu dans des circuits lointains, redevient une ressource productive. Le troisième ensemble de données concerne l'information. Dans l'ancien système, chaque transaction laissait une trace hébergée hors du continent, créant une asymétrie durable entre ceux qui produisaient les flux et ceux qui les observaient. Désormais, les données sont traitées par des institutions africaines. Cette relocalisation change la capacité d'analyse des banques centrales qui peuvent identifier les corridors dynamiques, anticiper les tensions de liquidité et ajuster leurs instruments avec une précision accrue. En une phrase, la donnée cesse d'être un sous-produit et devient un levier. Pris séparément, ces chiffres pourraient être interprétés comme des gains techniques. Pris ensemble, ils racontent un renversement de logique. Les coûts baissent fortement, les délais disparaissent, la visibilité revient. La valeur circule plus vite, reste plus longtemps dans l'écosystème local et est observée par ceux qui en dépendent directement. Cette combinaison explique pourquoi les comportements changent avant même que les équilibres macroéconomiques ne se déplacent. C'est dans ce contexte chiffré que les discours sur l'autonomie économique prennent une consistance nouvelle. Lorsque des figures publiques comme Ibrahim Traoré évoquent la souveraineté, le débat ne repose plus uniquement sur des principes, mais sur des métriques observables. La souveraineté devient mesurable, non comme un absolu, mais comme une capacité croissante à réduire des dépendances concrètes. Ces indicateurs n'annulent pas les contraintes structurelles du système financier mondial,
Il montre cependant qu'une infrastructure peut modifier des incitations à très court terme. Les entreprises élargissent leurs échanges. Les banques locales augmentent les volumes internes. Les autorités monétaires gagnent en lisibilité. Le doute change alors de nature. Il ne porte plus sur l'efficacité du réseau, mais sur la vitesse à laquelle ces effets les cumulés peuvent transformer l'ensemble du paysage économique. Deux lectures cohérentes s'opposent autour du nouveau réseau, et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide avant toute conclusion. La première, portée par des économistes attachés à la stabilité financière globale, considère l'initiative comme une modernisation nécessaire mais limitée. Selon eux, tant que les réserves des banques centrales africaines restent majoritairement libellées en devises dominantes, l'autonomie restera partielle. Les chocs externes continueront d'influencer les équilibres locaux et les cycles financiers mondiaux demeureront déterminants. Dans cette perspective, réduire les frictions opérationnelles améliore l'efficacité, mais ne modifie pas la dépendance structurelle. Le réseau serait donc utile sans être transformateur. La seconde lecture, défendue par des analystes de l'intégration régionale, voit au contraire un acte fondateur. Elle part d'un principe différent. La souveraineté économique ne se conquiert pas d'un seul geste, mais par l'accumulation d'infrastructures capables d'ancrer la valeur à l'intérieur des frontières. La capacité à régler des transactions sans passer par des institutions extérieures constituerait déjà un changement de régime. Chaque paiement instantané renforcerait d'un espace commercial plus cohérent, plus résilient et moins exposé aux frictions importées. L'enjeu ne serait pas la disparition immédiate des devises dominantes, mais la réduction progressive de leur rôle opérationnel. Pris isolément, ces deux arguments tiennent. La prudence rappelle des contraintes réelles. L'ambition souligne une dynamique cumulative. Ce qui les départage, ce sont les premiers résultats observables. La baisse marquée des frais dans les corridors pilotes, la disparition des délais et l'amélioration de la trésorerie des entreprises ne relèvent pas de projections théoriques. Elles produisent déjà des effets mesurables sur les comportements économiques. Des opérations auparavant marginales deviennent viables. Des volumes augmentent sans hausse proportionnelle du risque. Des acteurs exclus entrent dans le circuit. Ces faits ne suffisent pas à effacer les contraintes macroéconomiques, mais ils affaiblissent l'état. C'est l'idée d'un impact marginal. Ils montrent qu'une infrastructure peut modifier des incitations avant même de transformer les équilibres globaux. Autrement dit, l'effet n'est pas binaire. Il est graduel mais orienté. Le débat se déplace alors. Il ne s'agit plus de savoir si le réseau fonctionne, mais jusqu'où ces effets cumulés peuvent aller et à quelle vitesse ils peuvent reconfigurer les pratiques établies. La question centrale devient stratégique. À partir de quel seuil l'optimisation cesse-t-elle d'être marginale pour devenir structurante? La visibilité change de camp. Ce point médian ne tient pas à une nouvelle fonctionnalité spectaculaire, mais à un déplacement discret du regard. Lorsque la valeur circule sans détour extérieur, ce ne sont pas seulement les coûts qui baissent, c'est la lecture du système qui se transforme. Les autorités monétaires n'observent plus les flux après filtrage, mais au moment même où ils naissent. Cette inversion paraît abstraite, pourtant elle modifie la capacité d'anticipation, de coordination et de décision. Un exemple éclaire ce basculement. Une transaction multinationale de matières premières, réglée intégralement en monnaie locale via le nouveau réseau, franchit un seuil symbolique. Elle montre que l'infrastructure n'est plus cantonnée aux tests ou aux petits volumes. Le commerce stratégique peut, lui aussi, s'affranchir des circuits habituels. À cet instant précis, le système cesse d'être perçu comme expérimental et devient un précédent opérationnel. La conséquence dépasse le cadre africain.
Les acteurs extérieurs ne perdent pas seulement des frais, ils perdent une part de la visibilité qui accompagnait leur rôle central. Cette perte n'est ni brutale ni annoncée, elle est cumulative. Chaque transaction locale renforce l'autonomie informationnelle du continent et réduit la symétrie d'observation. Dans les débats publics, le nom d'Ibrahim Traoré revient alors comme un symbole, non pour une action directe, mais parce qu'il incarne une idée désormais tangible. La souveraineté ne se limite pas au discours, elle s'exerce par des architectures concrètes. À partir de ce point, la question n'est plus technique, elle devient stratégique. Les effets du nouveau réseau se déploient désormais à 4 niveaux distincts, chacun révélant une transformation concrète qui dépasse les tableaux de bord et modifie des comportements établis. Pour les États, l'impact le plus immédiat concerne la stabilisation opérationnelle. En réduisant l'exposition quotidienne aux fluctuations des devises dominantes, plusieurs banques centrales gagnent une marge d'ajustement accrue. Les données transactionnelles, désormais complètes et locales, améliorent la lecture des flux en temps réel. Cette visibilité permet d'anticiper les tensions de liquidité, d'ajuster les instruments monétaires avec plus de précision et de réduire la dépendance à des signaux externes retardés. Dans ce cadre, les débats sur la souveraineté, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent un socle technique crédible, fondé sur des capacités observables plutôt que sur des intentions déclaratives. Pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes, la transformation est pas tangible. Les règlements quasi instantanés réduisent l'immobilisation du capital et améliorent la trésorerie. Les contrats régionaux deviennent plus prévisibles car les frais ne varient plus fortement pendant la fenêtre de règlement. Cette stabilité change les calculs de risque. Des marchés proches, auparavant marginalisés par les coûts et l'incertitude, redeviennent accessibles. Dans l'agroalimentaire, le textile ou la logistique, des volumes augmentent sans hausse proportionnelle de l'exposition financière. L'intégration régionale cesse d'être une ambition abstraite et devient une option opérationnelle. Pour les populations, les effets sont plus diffus mais cumulatifs. La baisse des coûts de transfert et la fluidité accrue des paiements transfrontaliers améliorent l'inclusion financière. Les travailleurs migrants et les commerçants informels, dont les marges reposaient sur chaque unité économisée, bénéficient directement de la réduction des frictions. Les plateformes de paiement de détail connectées au réseau deviennent des interfaces du quotidien. L'argent circule plus vite entre régions voisines, ce qui renforce la résilience des ménages face aux chocs et améliore l'accès à des services financiers auparavant trop coûteux. À l'échelle régionale et internationale, l'effet est stratégique. Les acteurs financiers extérieurs constatent une diminution progressive de leur visibilité sur les flux intra-africains. Cette évolution les incite à ajuster leurs offres, à réduire certains frais et à moderniser leurs infrastructures pour rester compétitifs. Parallèlement, d'autres régions du Sud global observent l'expérience africaine comme un laboratoire. L'idée qu'un continent puisse régler une part croissante de ses échanges sans centre unique de validation modifie la perception des rapports de force. L'Afrique gagne en crédibilité, non par confrontation, mais par démonstration. Pris ensemble, ces impacts montrent que l'infrastructure agit comme un multiplicateur. Elle ne crée pas la valeur à elle seule, mais elle change la manière dont elle est conservée, observée et redistribuée. La promesse initiale devient lisible. Lorsque la technique s'aligne avec l'autonomie, les effets dépassent largement le cadre financier. C'est dans cette dynamique que les références à Ibrahim Traoré prennent sens, comme symbole d'une souveraineté qui se mesure désormais dans les usages et les résultats. Sur un horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune éclairant une combinaison différente de risques et d'opportunités.
Elles ne sont pas exclusives et peuvent coexister selon les secteurs et les régions, mais elles offrent une grille de lecture utile pour interpréter les signaux à venir. Dans un scénario de base, le réseau s'étend de manière progressive là où les infrastructures bancaires sont déjà stabilisées. Les pays membres harmonisent leurs protocoles, les banques commerciales améliorent les interfaces destinées aux PME et les volumes augmentent de façon régulière, sans emballement. Les acteurs financiers internationaux observent la dynamique et ajustent leurs offres, notamment en réduisant certaines frictions pour rester attractifs. Le changement est discret mais cumulatif. La dépendance opérationnelle diminue au quotidien, sans rupture ouverte ni confrontation. La crédibilité se construit transaction après transaction, par l'usage plutôt que par l'annonce. Dans un scénario plus optimiste, l'effet de réseau s'amplifie rapidement. De nouveaux États rejoignent la plateforme et synchronisent leur système, élargissant les corridors clés. La rapidité des règlements et la baisse des coûts attirent des investissements régionaux, tandis que des institutions multilatérales soutiennent l'initiative comme démonstration de résilience financière. Des standards opérationnels émergent et deviennent exportables. Le commerce intra-africain gagne en densité et en prévisibilité. Chaque nouveau participant augmente la valeur du système pour les autres, créant une dynamique auto-renforçante où l'intégration devient la norme plutôt que l'exception. Dans un scénario plus défavorable, la montée en puissance suscite des réactions plus marquées, des offres concurrentes subventionnées, des pressions réglementaires ou des contraintes technologiques ralentissent l'adoption. À l'intérieur du continent, certaines capacités institutionnelles peinent à suivre, générant des interruptions temporaires ou des retards de coordination. Le progrès se fait alors par à-coups, alternant phase d'accélération et pause corrective. Le réseau Sourceo survit et continue de fonctionner, mais sa trajectoire devient moins lisible à court terme. La variable décisive n'est pas la perfection technique, mais la cohérence collective. Si les acteurs renforcent les nœuds existants, anticipent les frictions et apprennent rapidement des usages réels, la trajectoire de base peut glisser vers la version optimiste. La bonne posture analytique consiste donc moins à prédire un résultat qu'à observer les signaux faibles, volume récurrent, stabilité des délais, élargissement des corridors. C'est à travers ces indicateurs que se dessinera la trajectoire dominante. À ce stade, la transformation cesse d'être un sujet réservé aux institutions et aux analystes. Elle commence à toucher différemment chaque groupe Xiaomi selon sa position dans l'écosystème économique et ses contraintes quotidiennes. Comprendre ces résonances permet de mesurer ce qui change réellement, au-delà des chiffres agrégés. Pour les administrations publiques, les banques centrales et les régulateurs, l'impact principal réside dans la qualité de l'information disponible. Disposer de données transactionnelles locales, continues et non filtrées améliore la prise de décision. Les tensions de liquidité sont détectées plus tôt, les ajustements deviennent plus fins et moins réactifs. Une pratique utile consiste à suivre régulièrement les flux régionaux pour anticiper les déséquilibres plutôt que d'intervenir dans l'urgence une fois les frictions installées. Pour les entrepreneurs, producteurs et commerçants, l'effet est plus immédiat. Les règlements rapides réduisent l'incertitude et libèrent du capital auparavant immobilisé. Tester un nouveau corridor commercial devient moins risqué car les coûts sont prévisibles et les délais maîtrisés. Une approche pragmatique consiste à observer où la baisse des frictions transforme soudain un marché marginal en opportunité viable. Ce déplacement du seuil de rentabilité modifie les stratégies d'expansion, même à petite échelle. Pour le grand public, les effets sont souvent indirects mais cumulatifs. La diminution des coûts de transfert et la fluidité accrue des paiements transfrontaliers améliorent la résilience financière des ménages.
Les services numériques locaux gagnent en importance et deviennent des points d'entrée vers l'inclusion financière. S'y intéresser permet de comprendre comment une infrastructure abstraite se traduit progressivement en usage concret du quotidien. Ces trois niveaux révèlent une même dynamique. Le système ne transforme pas tout d'un coup, mais il déplace les repères. L'adaptation ne passe pas par des gestes spectaculaires, mais par une attention nouvelle aux délais, aux flux et aux signaux faibles. C'est ainsi que l'infrastructure commence à influencer durablement les comportements ordinaires. À mesure que le réseau s'installe, la question devient opérationnelle. Comment transformer une innovation fonctionnelle en architecture durable? La réponse passe par une feuille de route lisible où chaque acteur sait quoi faire, quand agir et comment mesurer les progrès. Première étape, renforcer les capacités des banques centrales. Il s'agit de consolider les nœuds de synchronisation, d'assurer la continuité de service et d'améliorer la résilience opérationnelle. Concrètement, cela implique autorité monétaire et équipe technique nationale. Le calendrier se joue souvent sur des cycles trimestriels. Le succès se mesure ainsi: stabilité accrue, interruption réduite à un niveau résiduel et délai de règlement maintenu à un standard constant. Deuxième étape, étendre de manière ciblée les corridors prioritaires. Les gouvernements et banques identifient quelques secteurs où la baisse des coûts produit un effet multiplicateur immédiat, comme l'agroalimentaire ou la logistique régionale. L'objectif n'est pas l'expansion rapide, mais la densification des usages là où la demande existe déjà. La mesure se fait par l'augmentation régulière des volumes réglés localement et par la récurrence des transactions. Troisième étape, intégrer pleinement les plateformes de détail. Pour que PME et particuliers utilisent le réseau sans friction, les interfaces doivent être harmonisées et fiables. Les banques commerciales et fintech jouent ici un rôle central. Le succès se lit dans l'adoption. Délai perçu comme quasi instantané et baisse durable des coûts pour l'utilisateur final. Quatrième étape, sécuriser la gouvernance et la cybersécurité. Des protocoles communs de surveillance, d'audit et de réponse aux incidents sont indispensables pour maintenir la confiance. La performance se juge à la rapidité de détection et à la transparence des procédures correctives. Enfin, valoriser les données locales complètent l'ensemble. Les informations transactionnelles doivent guider les politiques publiques et nourrir le débat sur l'autonomie économique, souvent incarné dans l'espace public par des figures comme Ibrahim Traoré. À ce stade, la souveraineté cesse d'être un mot, elle devient mesurable, pilotable et améliorable. Revenir au point de départ permet de saisir ce qui a réellement changé. Le négociant de café, autrefois suspendu à des délais imprévisibles, voit désormais ses règlements se confirmer presque instantanément. Ce geste banal, répété semaine après semaine, incarne un basculement que les graphiques traduisent imparfaitement. Le temps, longtemps subi, redevient maîtrisable et avec lui une part de confiance disparaissait autrefois dans l'attente. Ce détail individuel rejoint une dynamique plus large. Lorsque les acteurs économiques n'attendent plus, ils planifient. Lorsqu'ils planifient, ils investissent. Et lorsqu'ils investissent, les échanges cessent d'être défensifs pour devenir constructifs. Cette chaîne discrète mais cumulative explique pourquoi une infrastructure technique peut produire un effet émotionnel durable. Elle modifie les réflexes, pas seulement les bilans. Dans l'espace public, des voix comme celle d'Ibrahim Traoré résonnent précisément parce qu'elles donnent un langage politique à ces transformations silencieuses. La souveraineté n'y apparaît plus comme une proclamation abstraite, mais comme une pratique quotidienne, inscrite dans des outils, des routines et des décisions collectives. Chaque transaction locale devient alors un acte ordinaire, mais chargé de sens. Le motif initial revient avec clarté. Le clic discret
de 2025 n'était pas un raccourci technique anodin. Il marquait le moment où reprendre le contrôle du temps signifiait déjà reprendre une part du pouvoir. À ce stade, l'enjeu n'est plus de célébrer une architecture technique ni d'en faire un symbole figé. Il consiste à la faire vivre dans la durée. Une infrastructure silencieuse ne produit ses effets que si elle est comprise, utilisée et améliorée collectivement. La responsabilité se diffuse alors au-delà des institutions, vers l'ensemble des acteurs qui interagissent avec elle, parfois sans même la nommer. Pour les observateurs, suivre l'évolution des corridors et des usages permet de distinguer les tendances structurelles du simple bruit conjoncturel. Pour les praticiens, partager les retours d'expérience renforce la cohérence du système et accélère l'apprentissage collectif. Pour les citoyens, s'informer sur les mécanismes qui gouvernent la circulation de la valeur aide à relier des choix quotidiens à des dynamiques plus larges. Chacun, à son niveau, participe à la solidité de ce qui se met en place. Cette transition rappelle une idée simple. Les routes financières façonnent les relations économiques autant que les routes physiques. Lorsqu'elles changent, les équilibres suivent. Le débat ouvert par des figures publiques comme Ibrahim Traoré trouve ici un prolongement concret, loin des slogans. La question finale reste volontairement ouverte. Comment cette nouvelle manière de faire circuler la valeur pourrait-elle transformer durablement les relations économiques du continent dans les années à venir?